En juillet, retrouvez chaque soir le journal télévisé avec Élise Blaise, Olivier Frère-Jacques et Thibaut Bastide. Découvrez notre émission Zoom avec les invités de TV Liberté, notamment Pierre Hilard, Patrick Liebrecht, Alain Sanders, Jean-Christophe Buisson. Retrouvez Politique Éco d'Olivier Pichon avec Charles Gave ou Pierre Jovanovic. Prenez le temps de découvrir Passé-Présent avec Philippe Conrad, La Petite Histoire avec Christopher Lannes, Perles de Culture avec Anne Brassier, ou encore l'émission de débat Tête à Clash, Immédiat avec Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp, et la semaine de Campagnol de Christian Combaz. TV Liberté est avec vous tout l'été. Foncez sur tvliberté.com. La crise des migrants continue de diviser l'Union européenne avec la présidence de l'Autrichien Sebastian Kurz. Les opposants à la politique immigrationniste espèrent un retournement de la situation. 2 jours après la mort d'Aboubacar Fofana lors d'un contrôle de police où il a tenté de fuir en écrasant un policier, la cité de Nantes continue de s'embraser. Le policier à l'origine du tir est en garde à vue. Emmanuel Macron repousse plusieurs échéances politiques. Le report annoncé mercredi du très attendu plan pauvreté éloigne à nouveau le président de son aile gauche. Une semaine après le sommet extraordinaire sur la crise migratoire, les désaccords semblent être à leur paroxysme entre les différents pays européens. L'Allemagne et la France semblent être de plus en plus isolés. Sebastian Kurz, président, le chancelier autrichien, a pris la tête de la présidence tournante de l'Union européenne en début de semaine et entend faire valoir sa ligne anti-immigration. Face à lui, la France et l'Allemagne de Macron et Merkel, deux pays qui semblent de plus en plus vivre dans le monde d'avant. Avec lui, l'Italie et une partie de l'Europe centrale qui a fait sa mue populiste ou nationale conservatrice. En dépit du sommet européen censé régler le problème migratoire, le torchon brûle plus que jamais entre des partenaires européens qui paraissent de plus en plus comme des frères ennemis. Ainsi, l'Allemagne menace d'expulser des clandestins à sa frontière sud, c'est-à-dire vers l'Autriche. Des menaces qui ont provoqué une levée de boucliers à Vienne, où le vice-chancelier nationaliste Strache a affirmé que si Berlin prenait une telle décision, l'Autriche se défendra. Après s'être écharpée avec Viktor Orban jeudi, Angela Merkel s'est également mis l'Autriche à dos et doit en plus gérer les compromis politiques qui lui permettent de se maintenir en place en satisfaisant une aile droite hostile aux clandestins et des sociodémocrates immigrationnistes. Dans cette Europe fracturée, 2 perceptions différentes du sommet européen sur l'immigration s'opposent. D'un côté, celle de Berlin et Paris, qui estiment qu'il faut bloquer les migrations dites secondaires, c'est-à-dire les mouvements de migrants déjà enregistrés dans l'UE, alors que l'Autriche, l'Italie ou les pays du Visegrad veulent tout bonnement mettre fin aux mouvements migratoires en provenance de la Méditerranée. Allemands, Autrichiens et Italiens pourraient cependant se rabibocher la semaine prochaine, jeudi et vendredi, à Innsbruck en Autriche, lors d'un sommet pour tenter de trouver des solutions à même de couper la route de l'immigration entre l'Afrique et l'Europe. La France d'Emmanuel Macron semble pour sa part sur le bas-côté de l'histoire. Le chancelier autrichien n'a d'ailleurs pas hésité à attaquer son homologue français, dénonçant l'hypocrisie des pays donneurs de leçons. En effet, l'Autriche a accueilli 160 000 migrants pour une population totale de 8 millions d'habitants. La France est proportionnellement loin du compte et devrait accueillir pas moins de 1,4 million de migrants, soit pas loin de l'équivalent d'une ville comme Marseille. Du côté économique, les professionnels du tourisme et le secteur industriel s'inquiètent déjà d'un enlisement de la situation européenne qui pourrait mener à un retour des contrôles frontaliers. Avec la saison estivale, les mouvements de clandestins et les déplacements des touristes, la question migratoire est d'ores et déjà un enjeu majeur de cet été 2018. Et 1, et 2, et 3-0, Nantes a connu une 3e nuit de violence et de saccage après la mort d'Aboubacar Fofana lors de son interpellation par la police. Peu à peu, de plus en plus de quartiers s'embrasent. Les autorités redoutent une généralisation des émeutes en France alors que le policier à l'origine du tir mortel et qui évoque un accident a été placé en garde à vue à 12h40 mercredi. Élise Blaise. Villiers-le-Bel et Clichy-sous-Bois. Le spectre des émeutes de 2005 et 2007 plane sur la tête des autorités françaises. Mardi soir, Aboubacar Fofana est mort après avoir été touché par une balle d'un policier
pendant qu'il cherchait à échapper à un contrôle de police en fonçant dans un agent avec sa voiture. Depuis, le quartier du Breil à Nantes est sans dessus-dessous chaque soir. D'autres zones s'embrasent au fur et à mesure, comme les quartiers Malakoff ou Audervallière. Ainsi, jeudi soir, pour la 3e nuit consécutive, de très nombreuses voitures ont été incendiées. Le véhicule du maire socialiste, Johanna Roland, a également flambé. L'occasion de vivre les mêmes tracas que les administrés à qui on attribue des voisins de choix. Le bilan des dégradations est donc de plus en plus lourd avec, en plus des véhicules personnels, des commerces, des lieux publics et associatifs saccagés par les délinquants du quartier. Si le climat est particulièrement tendu, la zone est toujours tumultueuse, comme en témoignait l'interview sur Brésinfo de Frédéric, un ancien habitant du quartier. Selon lui, le Breil est depuis plusieurs années aux mains de trafiquants de drogue violents qui terrorisent les habitants. Les heurts sont donc fréquents et la police est souvent en visite. Fin juin, une adolescente de 16 ans avait reçu une balle perdue alors qu'elle était en train de fermer ses volets. Pourtant, Frédéric estimait qu'avant les dernières émeutes, le quartier était relativement bien entretenu par la ville. Les jeunes, comme les appellent les médias, n'ont donc pas particulièrement de raison de se déchaîner. Là, avec la mort d'Aboubacar, ils en ont une toute trouvée. Jeudi soir, la marche blanche organisée à Nantes a réuni 1 millier de personnes. Dans le cortège, on décrivait Aboubacar comme un gentil jeune homme sans histoire. Pourtant, Loi Blanche avait, du haut de ses 22 ans, un casier judiciaire déjà bien rempli. Recel, vol en bande organisée, association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants. Les talents de celui que l'on surnommait le loup étaient déjà nombreux. Mais persuadés de son innocence, les manifestants de la Marche Blanche scandaient leur demande de justice pour l'assassinat d'Aboubacar, oubliant peut-être au passage que cette justice est précisément celle qui permet aux policiers de se défendre quand un délinquant multirécidiviste lui fonce dessus en voiture. Et après plus de 24 heures de garde à vue, le CRS à l'origine du tir mortel a expliqué ne pas avoir tiré pour défendre son collègue, mais par accident, une version qui risque d'envenimer la situation encore un peu plus dans la cité nantaise et sans doute au-delà. Les pauvres, ça coûte cher et le plus tard possible. Quelques semaines après avoir remis en cause les aides sociales, Emmanuel Macron a annoncé le report du rapport du plan pauvreté au mois de septembre. Ça rime. La fracture avec l'aile gauche des marcheurs semble définitive. Thibaut Bastide. Moins d'aide sociale et report du plan pauvreté, Emmanuel Macron joue avec le feu. Après avoir passé 1 an à mener des réformes tambour battant, le président relâche la pression et cela tombe au plus mauvais moment. Alors que beaucoup de questions restent en suspens, notamment à propos des lois bioéthiques et de la refonte des hôpitaux, le marcheur en chef a annoncé mercredi le report du plan pauvreté, un plan pourtant très attendu par son aile gauche. Alors qu'il devait être présenté le 9 juillet, une source gouvernementale évoque des arbitrages manquants et des sujets restants à approfondir et qu'il s'agit surtout de présenter à la rentrée un plan plus ambitieux que celui initialement prévu. Déjà impliqué dans une polémique avant son discours de la mutualité à Montpellier où le président a annoncé que les aides sociales coûtaient un pognon de dingue, Emmanuel Macron doit à présent faire face à la colère d'un certain nombre d'associations. En effet, pour ces dernières ayant fait partie des 6 groupes de travail et ayant remis en mars une liste de 110 propositions, la pilule est dure à avaler. Échaudée par l'annonce de ce report, les associations le sont encore plus par le possible lien avec les résultats de l'équipe de France à la Coupe du Monde en Russie, comme l'avait laissé entendre le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, évoquant une question de disponibilité. En effet, Emmanuel Macron a promis de se rendre en Russie en cas de qualification de l'équipe de France pour les demi-finales. Même si le président de la République pourrait dévoiler quelques grandes lignes du plan lundi lors de son discours devant le Congrès à Versailles, ces dossiers sont susceptibles de provoquer des fractures au sein de sa majorité et de son électorat. S'il a marqué des points en ne reculant pas devant le Front social lors de la grève perlée de la SNCF qui a tout de même duré 3 mois, le moment pourrait s'avérer charnière pour Emmanuel Macron. Son image de président qui réforme à un rythme d'enfer est écornée au profit de celle du président des riches. Une tendance qui se confirme dans les derniers sondages de popularité où le locataire de l'Elysée a perdu 6 points pour s'approcher dangereusement de la cote de son prédécesseur, François Hollande. Le RIF fait vaciller le Maroc alors que le pays rêvait d'ouverture et de stabilité. Les récentes condamnations dans le procès du RIF font ressurgir de vives tensions. Les manifestations se multiplient et le silence des alliés du Maroc est pointé du doigt. Thibaut Bastide.
Le Rif épine dans le pied marocain. Depuis plus de 2 ans, cette région située au nord du Maroc tend les relations entre le pouvoir central et les citoyens. En cause, le mouvement social du Hirak né dans le Rif, l'une des régions les plus pauvres du pays en 2016. D'abord, pour protester contre le manque d'infrastructures, la contestation a pris un tout autre tournant après la mort d'un poissonnier broyé dans une benne à ordures alors qu'il tentait de s'opposer à la police qui avait jeté l'espadon qu'elle venait de lui confisquer. Depuis cet événement, les relations sont allées de mal en pis. Des dizaines de manifestations et d'affrontements ont entraîné la mort de nombreux opposants, des centaines d'arrestations et pas moins d'une trentaine de procès. Pour autant, l'apogée est intervenue le 26 juin dernier. En effet, plus de 50 manifestants, dont le leader du mouvement, Nasser Zefzafi, ont été condamnés à des peines allant de 1 à 20 ans de prison ferme. Le motif, complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État. Certainement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Depuis, les manifestations s'enchaînent pour dénoncer une injustice et l'oppression mise en place par le pouvoir marocain. Si le Hirak était loin de faire l'unanimité parmi la population marocaine, l'énoncé des peines a suscité des flots de réactions d'incompréhension et d'indignation sur les réseaux sociaux. Une approche répressive de Rabat difficile à comprendre au moment où le Maroc s'efforce d'apparaître comme un exemple de stabilité, d'ouverture et de développement dans une région troublée. La sévérité du verdict a également mis à mal le peu de confiance qui existait entre les citoyens marocains, leurs dirigeants et leurs institutions. Ainsi, le pouvoir marocain se retrouve fragilisé sur la scène nationale mais également internationale. Le père de Nasser Zefzafi va encore plus loin en dénonçant l'absence de réaction des pays occidentaux, alliés du Maroc, dont la France. Un silence également pointé du doigt par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui a sommé Emmanuel Macron de réagir. Une réaction qui devrait venir puisque la contestation a désormais gagné la France. Plusieurs manifestations ont été organisées à Paris, à Montreuil et à Marseille. L'exportation des protestations au-delà de ses frontières illustre la nécessité pour le pouvoir marocain de résoudre la crise. Dans ce cadre, le secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement, Abdelila Benkiran, a exprimé son souhait que le roi Mohamed VI accorde une grâce aux militants condamnés. Et passons à présent à l'actualité en bref avec Élise Blaise. Un couple de policiers lynchés alors que tous les regards sont tournés vers la mort d'Aboubacar Fofana. 2 policiers exerçant en Seine-Saint-Denis ont été passés à tabac par 2 individus mercredi soir à Autis en Seine-et-Marne. La raison, les agresseurs auraient reconnu la policière qui les avait contrôlés à Aulnay-sous-Bois. La fonctionnaire s'est vue prescrire 4 jours d'interruption temporaire de travail et son compagnon 15. Emmanuel Macron et le ministère de l'Intérieur, Gérard Collomb, ont réagi à cette agression, mais la mort du délinquant de Nantes devrait passer en priorité. Un congrès à 286 000 €. Lundi, le président de la République, Emmanuel Macron, fera une déclaration de politique générale devant les 577 députés et 348 sénateurs à Versailles. Malgré une baisse de budget de 7 000 € par rapport à l'année dernière, de nombreux députés de la France Insoumise et des Républicains ont appelé au boycott du rendez-vous. Le poison britannique recommence alors qu'un couple a été hospitalisé à Salisbury dans un état grave après des signes d'empoisonnement au Novichok à quelques kilomètres de l'endroit où avaient été retrouvés Sergueï et Yulia Skripal. La Grande-Bretagne accuse à nouveau la Russie. Le prétexte, le même que pour les Skripal, le poison est d'origine russe. Pourtant, la fabrication de celui-ci se faisait dans des usines qui ont été démantelées après la chute de l'URSS par les Américains. De même, si les experts britanniques savent reconnaître le Novichok, c'est précisément qu'ils en connaissent la composition. Shoko Asahara exécuté. L'ancien gourou de la secte japonaise Aum et 6 autres membres de l'organisation ont été exécutés ce vendredi matin. Ils avaient été condamnés à mort pour leur responsabilité dans l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo en mars 1995. Cet attentat avait tué 13 personnes et causé des maux divers, parfois irréversibles, à 6300 autres. Tel est prix qu'ils croyaient prendre mardi. Au moins 3 braconniers ont été dévorés par des lions dans une réserve animalière du sud-est de l'Afrique du Sud. Armés d'un fusil et d'une hache, les chasseurs étaient entrés dans la réserve de Sibuya tôt lundi matin. Ils ont été retrouvés démembrés le lendemain. Chaque année, des milliers de rhinocéros sont abattus en Afrique pour leurs cornes très prisées des adeptes de la médecine traditionnelle en Chine ou au Vietnam.
Le Tour de France est prêt à s'élancer. Le départ de la 105e édition de la Grande Boucle sera donné samedi. 176 coureurs seront sur la ligne de départ à Noirmoutier, en Vendée. Durant les 3 semaines de course, ils devront parcourir 3351 km avant de franchir la ligne d'arrivée sur les Champs-Élysées. Le vainqueur du Tour de France de 2017, Christopher Froome, sera bien présent malgré des suspicions de dopage levées. Et voilà, on approche de la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, Nicolas Hulot et une revenante, Christiane Taubira, joker des gauches européennes. Et ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp évoquent la mort d'Aboubacar Fofana à Nantes, la Gay Pride 2018 et la loi contre les fake news. Également au programme de votre soirée Tête à Clash, Franck Tanguy et ses invités débattront de la réduction de la vitesse à 80 km/h, de l'intervention d'Emmanuel Macron devant le Congrès, de la réélection du président turc Recep Tayyip Erdogan et de la panthéonisation de Simone Veil. La République a besoin de symboles, la République a besoin de saints, la République laïque. C'est vrai que cette panthéonisation est exceptionnellement rapide, elle est morte il y a un an. Et c'est quelque chose, moi, que je trouve extrêmement malsain. Il y a une instrumentalisation de la mort, du symbole et de tout ce que symbolise ce qu'ils appellent la panthéonisation dans cette ancienne église qui est devenue le temple de le républicain laïque. Oui, c'est ça. Et l'instrumentalisation de la personne même de Simone Veil, qui est objectivement, mais vous trouvez que moi je trouve insupportable. C'est trop rapide ou ça devrait pas être elle? Pardon, j'ai pas compris. En fait, c'est vraiment, je trouve que c'est un manque de décence incroyable. C'est un manque de décence incroyable. Dimanche, retrouvez un nouveau numéro de Terre de Mission. Au programme, le film La Rébellion cachée. Et Jeanne Smith présente la traduction du livre d'Henri Cyr, Le Pape dictateur. Devinez qui c'est. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Le seul intérêt de la situation un peu bancale où je me trouve en ce moment à Paris, je veux dire celle du type qui écrit une chronique villageoise mais qui habite la moitié du temps dans la région de Paris, c'est de pouvoir comparer une foule de choses et d'échapper à la critique assez facile du « vous gardez le nez sur votre jardin, donc vous ne voyez pas les évolutions ». Ben si, on peut même dire que le hasard a fait que ce grand écart s'étend à bien des domaines. Déjà, le fait d'avoir l'âge que nous avons, nous, de la génération des années 50, si on n'a raté aucun train de l'histoire, cet âge nous a placés entre un monde où on n'avait pas la télévision avant 13-14 ans et où on lisait donc beaucoup, et un monde où on a des écrans partout. Et il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles, des retardés. Nous avons, nous aussi, acheté les premiers PC en 90. On en a 3 ou 4, dont 2 sur Linux, dans mon cas. On programme, on crée sur ordinateur. On est aussi au courant que la plupart des jeunes. La différence, c'est que nous avons connu un monde où on disait « mais je vous en prie » et pas seulement un monde où on dit « je t'emmerde ». C'est un monde où on parlait le même français que Baudelaire, Giraudoux, François Mauriac, pas un monde où la correction de la langue passe pour réactionnaire et où Macron juge sa visite au pape, par exemple, inspirante, traduction littérale du langage de ses maîtres, inspiring. Mais la différence que je voudrais signaler ici, et qui est corollaire, se mesure au simple prix des meubles anciens dans les dépôts-ventes, figurez-vous, et même dans les salles des ventes. Il y a 40 ans, si par hasard vous vouliez un salon Louis XV, un meuble directoire, un canapé Empire, vous achetiez ça une fortune, et bien aujourd'hui ça vaut plus grand-chose. L'un de mes amis dont le passe-temps a toujours été d'acheter en salle des ventes pour son plaisir, me disait encore récemment, c'est même déprimant, tu t'aperçois que ce après quoi tu as couru toute ta vie n'a plus aucune valeur. Mes petits-enfants méprisent complètement ce qui fait vieux. J'ai beau leur expliquer que le passé fait vieux par nature, ben on a l'impression que ce qui les horrifie, c'est justement le passé. Et là, j'enchaîne, si vous le permettez, sur une expérience directe en banlieue parisienne, qui est celle du dépôt-vente. Il y a des lieux où un dépôt-vente fonctionne comme un traité de sociologie. Alors voilà un petit abrégé du traité. Dans une banlieue divisée à parts égales entre petits retraités de zones pavillonnaires et familles africaines débarquées depuis 15 ans, vous trouvez dans les dépôt-ventes une moitié d'objets qui ne valent pas très cher et une moitié d'objets qui valent trop cher.
Parmi les objets qui ne valent pas assez cher, en tout cas pas assez par rapport à leur valeur d'il y a 30 ans, pas assez cher par rapport à la valeur qu'ils auraient dû garder si le pays était resté lui-même, c'est-à-dire fidèle à son histoire. Vous avez les petits secrétaires directoires, les méridiennes, les tables de salle à manger, marquetées, en somme tout ce qui est envoyé aux dépôt-vente après la mort d'une vieille dame nommée Céleste ou Marguerite, laquelle tenait ses meubles d'une famille bien rangée de Saint-Mandé ou de Troyes. Et de l'autre côté, en revanche, parmi les objets qui valent 10 fois trop cher, mais qui trouvent preneur quand même, vous avez les meubles monumentaux en laque noir à liseré d'or, les salons complets en plastique nacré à poignées d'argent, les consoles avec des grands miroirs façon Hollywood, les meubles télé énormes avec le son intégré, mais vous savez, les meubles télé d'il y a 20 ans, 10 ans, les bars tapissés de mosaïques miroirs, les barbecues, les bassins de jardins gonflables, en somme tout ce qui désigne un mode de vie dont un seul mot résume la vulgarité tranquille, c'est de l'américain bas de gamme. Tout ce qui va du style Ikea à la décoration du genre boîte de nuit, le Macumba dans la banlieue de Gisors, ben ça vaut assez cher parce qu'il y a toujours preneur. En revanche, vous pouvez acheter la totalité de l'Encyclopédia Universalis pour 20 €, un salon de jardin Tonnet complet pour 80, un trumeau directoire, des dessus de porte, tout ça pratiquement au prix du transport. Du coup, j'ai rencontré plusieurs fois dans cette antre du commerce inéquitable des brocanteurs suisses et allemands et des négociants qui travaillent avec eux au marché aux puces de Clignancourt, ce qui est assez mauvais signe, parce que quand les vautours commencent à suivre de près la vieille dame France comme un animal malade, il faut que ses petits-neveux et ses petits-enfants réagissent avant l'euthanasie, mais on voit bien que ce qui est en cause dans cette désaffection, c'est précisément le fait qu'il n'y ait plus aucune culture, aucun code, aucune notion du bon goût, du comme il faut, dans la façon dont les gens regardent leur décor. Du coup, comme rien n'en assure la rareté, donc le prix, ça ne vaut plus rien. Même les petits-enfants des vieux d'aujourd'hui, quel que soit le milieu, ne sont plus prêts à maintenir la cote de leur propre héritage. Ils bradent le patrimoine pour faire moderne, ce qui est un très bon résumé de la politique Macron, et ce qui est un peu risqué parce que le jour où on comprendra que le tout technologique était une illusion, on n'aura plus de patrimoine.